Donc, bonjour, nous sommes toujours le jeudi 20 octobre 2022. Bienvenue sur la mécanique universelle. Je continue la- mes digressions à partir de cet ouvrage René Guénon, La crise du monde moderne. Voilà. En fait, cette image, j'aurais dû m'en rendre compte d'ailleurs, parce que j'aime bien cet artiste. C'est euh, Bronner. Alors, donc Victor Bronner. Je sais il a travaillé sur la Côte d'Azur. Voilà. Et donc, j'ai commencé l'avant-propos. Voilà. Et j'en, voilà, c'est surtout une occasion de digresser à partir de cette lecture. Je découvre en même temps que je lis et de commenter, de partir un petit peu dans mes réflexions qui sont en ce moment très politisées, on va dire, qui s'intéressent aux événements que l'humanité est en train de vivre depuis quelques, quelques années. Les changements que nous voyons se dérouler, même si c'est pas complètement évident parce qu'on est un petit peu submergé par les choses, par l'actualité, par la vie en fait, hein. Et on a aussi pris l'habitude en Occident de ne pas prendre le temps d'être présent à ce monde. On est stressé par le système qui n'a pas intérêt en fait à ce qu'on soit en état un peu de contemplation, tout simplement parce que on ne travaille pas dans ces moments-là, on n'est pas rentable, on n'est pas voilà. Donc c'est pas sur ça qu'il va nous amener le, le, le marché, la puissance du marché n'a pas intérêt à nous amener vers un état de calme, de zénitude, de paix, de tranquillité. Et donc il suit son intérêt en réalité. Ce qui est somme toute logique. C'est les politiques, les hommes politiques qui devraient commencer à enlever du pouvoir au marché dans dans son implication dans la vie sur tous les pans de la société. Déjà, le premier, c'est le médiatique. Dans ce pan-là, la place du marché est trop importante, quoi. On est vraiment... on a laissé un système nous décérébrer pour pouvoir vendre son Coca-Cola comme un directeur de chaîne l'a bien dit au tout début de ce néolibéralisme hein, dans les années 90. Voilà. Donc c'est bien, c'est compris, c'est perçu cette chose-là, mais on est inclus on est dans le grand 8 et ça s'arrête pas quoi. Donc il n'y a pas moyen de vraiment réfléchir pour comprendre ce qui se passe et ce qu'on vit en réalité. Donc je vais lire et puis voilà, s'il me viennent des idées, je les dirai. Alors je continue cet avant-propos. En fait, voilà, dans la dernière partie que j'ai lue, c'était euh, voilà, on se prend, on commence, on parvient à concevoir que cette civilisation dont les modernes sont si infatués
n'occupe pas une place privilégiée dans l'histoire du monde. On parle de la civilisation occidentale. Alors, infatué, tiens, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Infatué. Infatué, inspiré, trop pénétré de ses mérites, content de soi. Ah, voilà, c'est narcissique. Eh ben, c'est exactement ce dont je parlais en définitive, en pointant le problème de l'Occident global, des dominants occidentaux. C'est le narcissisme, donc l'incapacité à tenir compte du point de vue d'autrui, du point de vue qu'on estime, de celui qu'on estime en dessous de nous en fait. Et donc pour l'Occident, tout le reste du monde est un peu en dessous de ses propres, du niveau auquel il s'estime. Alors que c'est vraiment, voilà, non seulement c'est subjectif, parce que là tout à l'heure j'ai regardé une vidéo de Arnaud Desjardins sur les ashrams en Inde, une vidéo qui a été tournée dans les années 70. Et il y a cette fameuse gourou, hein, on les appelle comme ça n'a pas la même signification qu'on en donne ici. Euh, et donc, quand on les voit, pour peu qu'on ait un peu d'empathie, donc on peut se mettre à leur place, on se rend compte à quel point ils sont en présence du monde, en présence de la vie, quand on les voit déambuler dans ces ashrams. Qui peut se targuer en Occident d'avoir autant d'heures de conscience de vie, d'être vraiment conscient d'être en vie? La plupart du temps, on est notre cerveau est en train d'anticiper, il faut que je me rende là-bas, que je sois ça, demain j'ai ça, après-demain je fais ça, l'année prochaine je dois aller là-bas, je vais préparer mes vacances, je vais faire ci, je vais faire ça. Et on n'est jamais en présence, vraiment, en présentiel, on pourrait dire. Vraiment. Donc on est très loin de ces mendiants qui traversent les sadhus, là, qui traversent l'Inde à pied, et qui, à chaque minute de leur existence, sont vraiment en présence de la vie. Et donc, et c'est pour une grande part du monde qui n'est pas occidental, qui est dans cet état de présence de l'existence. Donc, quel est, quel est le dominant quel est le plus haut degré de l'évolution? Celui qui traverse la vie sans se rendre compte de ce qui se passe, voilà, même s'il a accumulé des richesses, du pouvoir, tout un tas de choses, et qui n'a rien compris, quoi, qui a traversé en courant ce truc, euh, ou celui qui s'est mis dans le dénuement et qui cherche juste à être au contact de chaque minute, de ce qu'il respire, de ce qu'il voit, de ce qu'il sent, de ce qu'il entend, d'être présent à ce monde. Et ben voilà, une, c'est à méditer. Donc, euh, là, voilà, dans la dernière phrase, il montre que il y a eu beaucoup de civilisations qui se sont effondrées, hein, dans l'humanité. Et l'Occident n'est pas exempt de ce genre de choses. S'il n'est pas au niveau de la conscience du moment, tant que le dominant, tant qu'un système dominant, ça a été les Égyptiens, les Perses, les Grecs, les Hébreux, les Romains, etc. Et puis les Européens pendant les quelques siècles qui sont passés. Tant qu'ils étaient en cohérence entre la conscience du moment et
euh, et ce que pouvait supporter l'humanité, je pense qu'à ce moment-là, ça peut tenir. Mais euh, quand on est en décalage, comme c'est le cas maintenant pour l'Occident, l'Occident, à mon sens, est en décalage avec les aspirations du monde, même si encore on a des valeurs à défendre et des valeurs à proposer, des belles valeurs. On a des mauvaises conduites à écarter et puis des belles valeurs à proposer quand même, c'est clair. Mais l'Occident n'est pas conscient de ça. Donc il a des difficultés énormes pour modifier son comportement. Donc je continue ma lecture. Donc, si l'on dit que le monde moderne subit une crise, ce que l'on entend par là, le plus habituellement, c'est qu'il est parvenu à un point critique où, en d'autres termes, qu'une transformation plus ou moins profonde est imminente, qu'un changement d'orientation devra inévitablement se produire à brève échéance, de gré ou de force, et d'une façon plus ou moins brusque, avec ou sans catastrophe. Alors, n'oublions pas que René Guénon a écrit cet ouvrage en 1946. Et c'est une sorte d'amélioration de l'ouvrage précédent qu'il avait écrit dans les années 24, 1924, et qui s'appelait donc Orient-Occident, Orient et Occident, qui avait donc été écrit en 1924. Et donc déjà, il perçoit en fait cet état de ce problème de l'Occident, qui est déconnecté de ses racines spirituelles, de ses racines, voilà, qui axe tout sur le progrès, sur le fait de se débarrasser de l'idée du divin. Alors, alors qu'il s'agissait de se débarrasser du côté négatif du religieux. Le religieux a des choses qui compliquent le bonheur de l'humanité sur certains plans. Mais tout n'est pas à jeter. Et là, il y avait une façon de vouloir laisser passer le consumérisme. Et ben pour lui donner le plus de force, il fallait écarter le spirituel qui disait mais attention, les biens matériels, ça peut pas équilibrer une humanité, ça peut pas vous équilibrer. Il faut, bien sûr qu'il faut des biens matériels, c'est nécessaire, mais il faut pas que ça soit le nouveau Dieu. Il faut pas que ça soit quelque chose qui occupe tout notre esprit. Et en fait, ce type de morale, le marché ne voulait pas l'entendre. Donc, il a écarté le spirituel. Et là, donc, René Guénon a détecté que c'était un problème pour l'humanité. Donc, je continue. Cette acception est parfaitement légitime et correspond bien à une partie de ce que nous pensons nous-mêmes, mais à une partie seulement. Car, pour nous, et en nous plaçant à un point de vue plus général, c'est toute l'époque moderne dans son ensemble qui représente pour le monde une période de crise. Il semble d'ailleurs que nous approchions du dénouement, et c'est ce qui nous rend plus sensibles aujourd'hui que jamais le caractère anormal de cet état de choses qui dure depuis quelques siècles, mais dont les conséquences n'avaient pas encore été aussi visibles qu'elles le sont maintenant. Alors, il a détecté ce problème de déclin quelque part. Même si on a été, même si dans ces années-là, le capitalisme, par exemple, et puis l'Occident en réalité, parce que de l'autre côté, même l'autre valeur, il y avait deux grandes forces qui étaient en présence dans ce monde, le communisme et le capitalisme, et les deux se partageaient plus ou moins le monde dans ces années 50, 60, 70 jusqu'à maintenant. Mais c'est très court.
ça fait même pas, ça fait 80 ans. Euh, c'est court pour un déclin. Le déclin d'un système, d'une civilisation, euh, se mesure, se déroule sur plus de temps que ça en réalité. Bon, des fois, c'est beaucoup plus accéléré. Il y a une plus grosse accélération. Mais on sent que là, il y a un problème de civilisation. Là, il y a la lutte, il y a une lutte euh, des, entre un dominant, un système dominant, et des prétendants qui disent c'est plus possible, on peut plus, on veut plus vivre sous la coupe de votre système parce qu'il a des défauts considérables maintenant. Ici, il est trop consumériste, il est trop dévoreur de planètes, il est trop injuste, il est trop pilleur, il est trop... C'est plus possible. Donc soit vous vous réformez et vous avez peut-être une chance de rester encore en tête, soit vous partagez le leadership et à ce moment-là, vous acceptez nos valeurs aussi, de mélanger votre liberté de l'ultralibéralisme et avec notre désir d'égalité, avec les valeurs que nous apportons. C'est ce que prône la Chine en réalité. C'est ce que prônait certainement la Russie aussi. Mais donc on n'entend pas ces, ces aspirations. Et on ne les entend pas parce qu'on est dans le narcissisme, qui est la surdité même, le narcissisme. Donc je continue. C'est aussi pourquoi les événements se déroulent avec cette vitesse accélérée à laquelle nous faisions allusion tout d'abord. Sans doute, cela peut continuer ainsi quelque temps encore, mais non pas indéfiniment. Et même sans être en mesure d'assigner une limite précise, on a l'impression que cela ne peut plus durer très longtemps. Alors, ça a duré longtemps depuis les années 50 où écrivait donc cet ouvrage-là. Ça a duré parce que on n'a pas vu on n'a pas pu prendre conscience de ce qui se passait, du problème que le capitalisme, enfin que les valeurs du marché, c'était plutôt ça, c'était les valeurs excessives du marché qui inséminaient complètement la société. On s'en est pas rendu compte parce que il y avait d'abord la compétition avec le monde communiste, et puis il y avait l'aspiration à du confort. Et donc le marché a mené du confort, a mené des objets, a mené voilà, ce que l'humanité avait besoin dans cette chose-là. Donc on s'en est pas vraiment rendu compte qu'il y avait en même temps une perte de valeur derrière. Et maintenant, on, on a acquis tous ces objets, ce confort, pour au moins en Occident, c'est ce qui se passe. Il y a ce confort qui est là. Et on se rend compte que les valeurs, que la perte des valeurs, c'est quelque chose de très important pour évoluer. Voilà, je continue. Mais dans le mot même de crise, d'autres significations sont contenues qui le rendent encore plus apte à exprimer ce que nous voulons dire. Son étymologie, en effet, qu'on perd souvent de vue dans l'usage courant, mais à laquelle il convient de se reporter comme il faut toujours le faire lorsqu'on veut restituer à un terme la plénitude de son sens propre et de sa valeur originelle. Son étymologie, disons-nous, le fait partiellement synonyme de jugement et de discrimination. La crise. La phrase qui peut être dite véritablement critique, dans n'importe quel ordre de choses, c'est celle qui aboutit immédiatement à une solution favorable ou défavorable, celle où une décision intervient dans un sens ou dans un autre. C'est alors par conséquent qu'il est possible de porter un jugement sur les résultats acquis, de peser le pour et le contre en opérant une sorte de classement parmi ces résultats, les uns positifs, les autres négatifs, et de voir ainsi de quel côté la balance penche définitivement. Bien entendu,
nous n'avons aucunement la prétention d'établir d'une façon complète une telle discrimination. Ce qui serait d'ailleurs prématuré, puisque la crise n'est point encore résolue et qu'il n'est peut-être même pas possible de dire exactement quand et comment elle le sera. C'est encore la même chose aujourd'hui, hein. Il n'est toujours pas possible de dire quand et comment cette crise sera résolue. Et des révélateurs de cette crise, il y en a beaucoup. Il y a Husserl qui a parlé de ça. Je pense que Wittgenstein a parlé de ça. De nombreux philosophes du XXe siècle ont parlé de cette crise-là. Et elle n'est pas résolue. Et on ne sait pas comment elle va se résoudre. On n'arrive pas à imaginer l'issue de cette crise-là. Et il est clair que la guerre actuelle est un des instruments de dénouement. Selon ce qui sortira de cette guerre, on comprendra ce que seront les quelques décennies qui vont suivre derrière. Est-ce que ça sera une décennie encore d'hégémonie occidentale? Est-ce que ça sera l'écroulement de l'Occident? Est-ce que ce sera un statu quo? Est-ce que ce sera la montée de la raison, du dialogue, de la paix, de la capacité à dire bon, c'est bon, on a compris nos erreurs, il y a de part et d'autre, voilà, on arrête, on a besoin de toutes les énergies pour finir de construire cette humanité. C'est possible que ça soit ça aussi, mais qui le sait là? Personne. D'autant plus qu'il est toujours préférable de s'abstenir de certaines prévisions qui ne sauraient s'appuyer sur des raisons clairement intelligibles à tous et qui par suite risqueraient trop d'être mal interprétées et d'ajouter à la confusion au lieu d'y remédier. Tout ce que nous pouvons nous proposer, c'est donc de contribuer jusqu'à un certain point, et autant que nous le permettront les moyens dont nous disposons, à donner à ceux qui en sont capables la conscience de quelques-uns des résultats qui semblent bien établis dès maintenant, et à préparer ainsi, ne fût-ce que d'une manière très partielle et assez indirecte, les éléments qui devront servir par la suite au futur jugement, à partir duquel s'ouvrira une nouvelle période de l'histoire de l'humanité terrestre. Donc il y avait cette idée de pouvoir aller d'ouvrir une nouvelle ère de l'évolution de l'humanité terrestre. Et c'est clair que c'est derrière ces grands chaos que s'ouvrent bien souvent de nouvelles voies, de nouvelles pistes. Je pense qu'il a fallu passer par le chaos de 39-45, de cette guerre infâme, pour développer une énergie derrière, mais considérable, pour faire la Société des Nations correcte, l'ONU, pour commencer à organiser le monde de façon universelle, avec le sentiment que c'était vraiment ça qu'il fallait faire, parce que l'état d'esprit des hommes qui ont de ce qu'on pourrait voir comme le comité de la résistance, par exemple, à la sortie de la guerre 39-45, ils étaient mais fondamentalement convaincus qu'il fallait s'associer, et ils étaient sans doute dans un optimisme extraordinaire en créant l'ONU, en fondant toutes ces organisations universelles pour fonctionner de façon universelle. Malheureusement, l'homme est un homme classique, donc s'il peut corrompre un système pour tirer la couverture à lui, il va le faire. Et c'est ce que beaucoup ont fait avec l'ONU. Ils lui ont sorti
ils l'ont empêché d'atteindre un état de justice, d'être le père des nations, un père absolument juste, absolument bienveillant envers toutes ces nations. Donc, ils l'ont empêché de prendre le pouvoir, d'avoir assez de pouvoir pour pouvoir s'imposer même aux grandes puissances. Si l'ONU, si l'ONU avait eu si on avait donné à l'ONU plus de pouvoir que n'importe quel euh, pays actuel, qui soit plus puissant que les États-Unis, plus puissant que la Chine, plus puissant que la Russie, plus puissant que l'Europe, eh ben, il est sûr que cette guerre-là qui est en train de se dérouler n'aurait jamais eu lieu. Parce qu'il aurait tapé du poing sur la table et il aurait dit, voilà, c'est soit voilà, vous réglez le problème amicalement et puis c'est tout, ça s'arrête là, d'accord. Donc voilà. Mais pour ça, il faudrait que l'ONU soit plus puissant que tous les autres réunis. Ça viendra, c'est quelque chose qui va venir. Quelques-unes des expressions que nous venons d'employer évoqueront sans doute dans l'esprit de certains l'idée de ce qu'on appelle le jugement dernier. Voilà, alors il y avait sans doute cette idée-là que on arrivait vers la fin des temps à cette époque-là. Et c'est encore aujourd'hui, voilà, il y a plein de communautés qui attendent le Messie, qui attendent, etc., etc. On est, qui pense dur comme fer il est bientôt là, etc. Avec un désir que ça soit rapide, parce que c'est vrai qu'on est pressé, on a envie que le monde change rapidement. Voilà, et donc on essaye de lire les signes dans les choses. Donc le jugement dernier, c'est l'apocalypse, la fin. Et à vrai dire, ce ne serait pas à tort qu'on l'entende d'ailleurs littéralement ou symboliquement, ou des deux façons à la fois, car elle ne s'exclut nullement en réalité. Peu importe ici, et ce n'est pas le lieu ni le moment de nous expliquer entièrement sur ce point. En tout cas, cette mise en balance du pour et du contre, cette discrimination des résultats positifs et négatifs, dont nous parlions tout à l'heure, peuvent assurément faire songer à la répartition des élus et des damnés en deux groupes immuablement fixés désormais, même s'il y a là qu'une analogie. Il faut reconnaître que c'est du moins une analogie valable et bien fondée, en conformité avec la nature même des choses, et ceci appelle encore quelques explications. Alors là, les élus et les damnés, ben, c'était en 1946 quand il a écrit ça, ben, c'était simple, hein, le nazisme, il avait été vaincu, ravagé, et il faisait partie effectivement, des damnés, voilà. Et ce qui était vaincu, c'était la liberté, c'était l'inverse de la dictature, voilà. Ce n'est certes pas par hasard que tant d'esprits sont aujourd'hui hantés par l'idée de la fin du monde. On peut le regretter à certains égards, car les extravagances auxquelles donne lieu cette idée mal comprise, les divagations messianiques qui en sont la conséquence en divers lieux, toutes ces manifestations issues d'un déséquilibre mental de notre époque ne font qu'aggraver encore ce même déséquilibre dans des proportions qui ne sont pas absolument négligeables. Mais enfin, il n'en est pas moins certain qu'il y a là un fait dont on ne peut se dispenser de tenir compte. L'attitude la plus commode, quand on constate des choses de ce genre, est assurément celle qui consiste à leur écarter purement et simplement, sans plus d'examen, à les traiter comme des erreurs ou des rêveries sans importance. Nous pensons pourtant que même si ce sont en effet des erreurs, il vaut mieux, tout en les dénonçant, comme telles, rechercher les raisons qui les ont provoquées et la part de vérité plus ou moins déformée qui peut s'y trouver contenue malgré tout, car l'erreur n'ayant en somme qu'un mode d'existence purement négatif. L'erreur absolue ne peut se rencontrer nulle part
et n'est qu'un mot vide de sens. Voilà. L'erreur absolue, bien sûr, parce qu'il n'y a pas... On ne peut pas dire que l'humanité se tromperait dans cette quête, dans ce désir de, de, de changement ou de... Voilà. On est un monde spirituel. Et il est possible que, voilà, un Messie arrive sur cette planète. Parce qu'un Messie, qu'est-ce que c'est? Un Messie, c'est un type ordinaire. Euh, le Christ, en dehors du fait qu'on lui a attribué des miracles, etc., c'était pas quelqu'un qui marchait sur l'eau toute la journée, ou pour qui c'était facile, ou qui, qui, qui arrivait à multiplier les pains comme ça. C'était un type ordinaire, en réalité. Et donc, il y avait les besoins ordinaires d'un homme ordinaire, respirer, manger, etc., etc. Et donc, pour l'époque, d'ailleurs, personne ne le prenait pour le Messie. On le prenait pour un type, la plupart des gens, en dehors de ses quelques disciples, la plupart des gens le prenaient pour un illuminé. Et qui dit que le prochain Messie qui vienne, issu de n'importe quelle communauté, ne sera pas pris voilà, comme un vulgaire clochard, comme quelqu'un qui est et qui pourtant bouleversera peut-être le monde, l'amènera à un autre niveau de conscience, comme ces grands, comme ces grands messies en fait, parce que on peut tous les considérer comme des messies, hein, que ce soit Bouddha, que ce soit Muhammad, que ce soit voilà le Moïse, le Christ, ou voilà, c'est, c'est, ce sont des gens ordinaires issus d'un groupe humain. Voilà, le Bouddha, il est issu d'une caste. Il s'échappe de chez lui, il voit le monde, il est révolté par ce monde, etc. Il rencontre des gourous, il apprend, donc il vit comme tout le monde. Il respire, il mange, il urine, voilà, etc., etc. Et c'est valable pour tous, pour tous ces hyper intuitifs, ces messies en somme. Donc, qu'un messie arrive maintenant, et rien ne l'interdit, hein, et personne saura même que c'est un messie, hein. Pas plus que les Arlésiens savaient qu'ils avaient en leur sein un Vincent Van Gogh qui allait révolutionner la peinture et devenir le peintre le plus cher du monde et connu par 8 milliards d'êtres humains pendant des générations. Ils pensaient que c'était un ivrogne ou un fou qui se coupait de temps en temps l'oreille quand il était en crise de démence, euh, qui partait sur les chemins avec, voilà, enfin, quelqu'un dont on pouvait se moquer, quoi. Voilà. Alors le monde est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Si l'on considère les choses de cette façon, on s'aperçoit sans peine que cette préoccupation de la fin du monde est étroitement liée à l'état de malaise général dans lequel nous vivons présentement. N'oublions pas qu'il écrivait ça en 1946. Le pressentiment obscur de quelque chose qui est effectivement près de finir. Agissant sans contrôle sur certaines imaginations, il produit tout naturellement des représentations désordonnées et le plus souvent grossièrement matérialisées, qui à leur tour se traduisent extérieurement par les extravagances auxquelles nous venons de faire allusion. Ben oui, parce que le monde était ravagé là pour, pour, euh, pour René Guénon en 1946. Ils avaient à peine commencé, et ça faisait un an que les gens commençaient à redresser
cette humanité, à redresser les maisons, tout était détruit. C'était quelque chose de... Ça devait être une vision apocalyptique. Et encore, il a peut-être écrit un petit peu avant cet ouvrage-là. Bon, bref. Cette explication n'est d'ailleurs pas une excuse en faveur de celle-ci, ou du moins si l'on peut excuser ceux qui tombent involontairement dans l'erreur, parce qu'ils y sont prédisposés par un état mental dont ils ne sont pas responsables. Ce ne saurait jamais être une raison pour excuser l'erreur elle-même. Voilà, on peut excuser tout le monde parce que personne n'est responsable du psychisme qu'on t'a conçu, que génétiquement tu as un psychisme de telle manière, et puis après tu es imprégné par tout un tas d'événements dans ton enfance, et qui font que tu vas penser de telle manière et pas d'une autre, que tu vas te comporter de telle façon et pas d'une autre. Ça devrait nous engager à une bienveillance absolue envers chaque être humain, cette chose-là. Du reste, en ce qui nous concerne, on ne pourra sûrement pas nous reprocher une indulgence excessive à l'égard des manifestations pseudo-religieuses du monde contemporain, non plus que de toutes les erreurs modernes en général. Nous savons même que certains seraient plutôt tentés de nous faire le reproche contraire, et peut-être ce que nous disons ici leur fera-t-il mieux comprendre comment nous envisageons ces choses, nous efforçant de nous placer toujours au seul point de vue qui nous importe, celui de la vérité impartiale et désintéressée. Voilà comment doit se comporter un philosophe, un penseur. Voilà, c'est très important. On devrait être dans cet état d'esprit. Et ça permettrait voilà, moi, bien sûr que je critique de façon extrêmement grossière, on va dire, l'Occident et son comportement actuel là. Et je refuse de me laisser embarquer par l'idée que le seul grand criminel c'est la Russie, etc., etc., et que de l'autre côté il n'y aurait pas aucune responsabilité. On peut rien comprendre avec ce type de comportement si on ne comprend pas ce qui a ce qu'a comment a agi l'Occident vis-à-vis de ça. On ne peut pas comprendre. Ça, c'est une aberration. C'est un petit peu comme, voilà, quelqu'un qui pousse à bout quelqu'un d'autre et qui lui reproche après de s'être énervé. Alors oui, bien sûr, il n'a pas à s'énerver. La logique voudrait que chacun maîtrise son, ses propres pulsions, et la Russie aurait dû maîtriser sa peur d'être d'avoir l'OTAN à sa porte, ou d'être abusé ou d'être maltraité, je ne sais pas. Voilà, toutes ces angoisses-là, elle aurait dû les maîtriser, c'était la logique. Mais il y a quand même une responsabilité de l'Occident. Et cette responsabilité, ce n'est pas anormal pour un philosophe de penser qu'on ne peut pas la passer sous silence, qu'on ne peut pas faire semblant voilà, on n'est pas tenu d'être, en tant que penseur, on n'est pas tenu de ne pas analyser les choses dans leur complexité totale. C'est normal, c'est logique. Ce n'est pas tout. Une explication simplement psychologique de l'idée de la fin du monde et de ses manifestations actuelles, si juste qu'elle soit, dans son ordre, ne saurait passer à nos yeux pour pleinement suffisante. S'en tenir là, ce serait se laisser influencer par une de ces illusions modernes contre lesquelles nous nous élevons précisément en toute occasion. Certains, disions-nous, sentent confusément la fin imminente de quelque chose dont ils ne peuvent définir exactement la nature et la portée. Il faut admettre qu'ils ont là une perception très réelle, quoique vague et sujette à de fausses interprétations ou à des déformations imaginatives,
puisque quelle que soit cette fin, la crise qui doit forcément y aboutir est assez apparente, et qu'une multitude de signes non équivoques et faciles à constater conduisent toutes d'une façon concordante à la même conclusion. Alors ça serait bien de savoir à quoi il pensait. Cette fin n'est sans doute pas la fin du monde, au sens total où certains veulent l'entendre, mais elle est tout au moins la fin d'un monde. Et si ce qui doit finir est la civilisation occidentale sous sa forme actuelle, il est compréhensible que ceux qui se sont habitués à ne rien voir en dehors d'elle, à la considérer comme la civilisation sans épithète, croient facilement que tout finira avec elle et que, si elle vient à disparaître, ce sera véritablement la fin du monde. Alors voilà comment penser à ce moment-là la pensée. Parce qu'il faut voir que cette civilisation occidentale s'était massacrée mutuellement, avait montré sa cruauté, sa folie, sa perversion, sa déraison. Le fait qu'elle ne s'occupe pas du tout du monde, qu'elle pouvait déplacer sa guerre sur tous les continents, qu'elle pouvait engager tout le monde, aller massacrer en Afrique, en Asie, etc. Donc il y a quelque chose qui est quand même effectivement qui pouvait soulever les questions à cette époque-là et se dire mais une civilisation comme ça, elle est obligée elle ne peut pas être le leader du monde. Et en sortant de là, elle sait quand même assagi, on va dire, derrière ça. Elle a dit plus jamais ça, etc. Elle a fait quand même beaucoup de choses dans ce sens. Et elle a été tout de suite enrôlée contre un nouvel ennemi qui était l'URSS à l'époque, la Chine, etc. Et donc elle est repartie dans ce truc-là et il n'y a pas eu de réflexion. On n'a pas pu réfléchir à ce qui se passait. Pourquoi on avait vécu cette catastrophe de 39-45? Pourquoi on en était arrivé là? Qu'est-ce qui s'était passé? Et on est reparti dans une accélération du temps avec la reconstruction du monde, plus la compétition avec un nouvel ennemi, plus, etc., etc. Plus la fin progressive de la décompression qu'il fallait admettre en finissant avec le colonialisme, qui a dû accoucher dans la douleur, parce qu'on n'était pas capable de l'accoucher dans la conscience, et donc de dire, bon, on arrête l'oppression, on va passer en transition douce le pouvoir aux autochtones, on va vous accompagner, on va être là, etc., etc. Si vous voulez bien accepter les gens qui ont vécu, qui sont nés sur cette terre, etc. Et voilà, en leur enlevant le statut de colon, le statut de chef, le statut de dominant, etc. Mais est-ce que vous voulez bien les accepter tels qu'ils sont, etc. Voilà, ça aurait pu être une solution. Et je pense que la plupart d'entre eux seraient restés dans ces pays qui étaient les leurs, si on avait été intelligent. Voilà, mais ce n'était pas le moment, l'intelligence n'était pas, la conscience humaine n'était pas encore à ce degré d'aptitude à cela. Voilà. Bon, là j'arrête sur cette vidéo. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt.